Bien, mais écoutez, BDM TV est absolument ravi d'accueillir aujourd'hui Ziad Takieddine dans l'émission Au cœur du sujet. Je vous remercie infiniment d'être sur la chaîne de la diversité. La diversité, est-ce que ça vous parle un peu, Ziad Takieddine? Beaucoup, Beaucoup? beaucoup. C'est-à-dire? Parce que moi, je viens d'un pays qui est le Liban, Mhm. où on a appris ce que c'était la diversité. Oui. La diversité, c'est beaucoup de cultures, Mhm. beaucoup de religions, Beaucoup d'ouverture d'esprit. beaucoup d'ouverture d'esprit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on est un pays qui est à l'origine, nous avions des Phéniciens, Mhm. et les Phéniciens n'ont rien fait d'autre Mhm. que de voyager à travers le monde, découvrir et faire revenir des richesses des autres vers leur pays. Vous êtes un homme accompli, vous êtes un homme d'affaires, intermédiaire, je crois. Eh bien, écoutez, on aimerait en savoir un peu plus sur l'homme Ziad Takieddine. Vous êtes évidemment au cœur d'un, on peut qualifier un scandale politico-financier, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse d'abord. Ce qui m'intéresse, c'est qui vous êtes aujourd'hui. Et premièrement, je corrige un tout petit peu, si vous permettez. Mhm. Ce n'est pas un scandale Mhm. politico-financier. C'est une affaire politico-financière Mhm. qu'on est en train de me coller, mais ça, on en parlera, j'espère, après. D'accord. Mais pour vous dire qui Mhm. je suis, je dirais, par volonté, arrivé en France en 1979, Mhm. avec l'image encastrée dans ma tête de ce que c'était la France. Et donc, pour moi, la culture et la civilisation française étaient une richesse. Mhm. J'étais venu aussi après avoir passé 28 ans au Liban, Mhm. où euh, euh, j'ai grandi dans une famille très politique. Mhm. Mon père était ancien ministre, mon oncle était ministre de l'Intérieur, j'ai un oncle écrivain. Mhm. Cet amour de la France était né d'une éducation, Mhm. lycée français de jeunes filles de Beyrouth. Mhm. Ensuite, les frères maïstes, quand j'ai accompagné mon père avec mon frère et mes sœurs à Tripoli du Liban Nord, où il était gouverneur. Mhm. Le Liban Nord, avant de devenir ambassadeur, on a été avec lui dans plusieurs pays. Mais en tout cas, moi, je dis aujourd'hui, la France, pour moi, Mhm. a été d'une tellement grande richesse quand j'ai appréhendé tout ça, Mhm. j'ai appris ça, que j'ai pensé que la France était formidable, c'était mon rêve. En plus, mon oncle, qui était ministre de l'Intérieur, était un avocat pénaliste très important, qui a eu ses grades d'avocat à travers l'école du Verger en France. Ce qui a fait de lui un des plus grands pénalistes de son temps du Moyen-Orient, et c'est lui. Donc, tout ceci s'est mélangé à la fois. Mhm. Pour dire, quand il y avait la guerre au Liban, je me suis dit, où aller Mhm. pour continuer ma démarche travail et autres, parce que je ne pouvais pas Vous rester au avez quel Liban. âge à ce moment-là, quand vous arrivez 28 ans. 28 ans. Donc, Vous avez quelle formation vous-même à cette époque? Est-ce que j'avais... vous avez un Alors, environnement très, très juridique non, autour de non, vous? non, pas du tout. Ni politique, parce que mon père voulait que je fasse de la politique pour suivre, et il voulait faire nommer ambassadeur. Mhm. J'ai dit non, pour l'instant, je préfère faire autre chose. Donc j'ai fait mes études à l'université américaine de Beyrouth, Mhm. où j'ai eu mon BA en économie et Mhm. mathématiques. Mhm. Ensuite, j'ai été à l'université de Londres, où j'ai pris mon master's, quelque chose qui allait plaire à mon père, Economics of Urban and Regional Planning, c'est-à-dire économie du développement rural et urbain, etc. Tout ça dans le cadre de la politique, parce que je devais être saisi pour être député. Donc votre famille, vous voyez un destin politique. Voilà. Parce que mon grand-père aussi était le gouverneur de mon Liban, sous les Ottomans, etc. Et d'ailleurs, sauvé par la France quand elle est arrivée au Liban après la Première Guerre mondiale, alors qu'il était, lui, emprisonné à Stan en Turquie, parce que les Ottomans étaient là-bas. Donc là, on comprend que vous arrivez en France. Je suis amoureux de la France. On comprend que vous avez une culture quand J'étais même amoureux de la bercée dans une famille qui pratique l'économie, le droit.
Et qu'est-ce que vous faites arriver en France alors? Comment ça se Alors passe? donc j'ai fait mon parcours publicitaire avant tout dans une société américaine à Beyrouth. Mhm. Et ensuite j'ai été tout de suite J'ai créé le bureau à Athènes pour cette société de publicité qui s'appelait Young Arubicum, comme une des 3 premières mondiales. Mhm. Ensuite, quand on est rentré à Beyrouth, parce que ça s'est calmé à Beyrouth, pour revenir dans la guerre, j'ai dit arrêtons, moi, je vous laisse le bureau, Mhm. vous envoyez un autre dirigeant à ma place, parce que moi, je ne peux plus rester ici, je vais partir. Et là, je suis parti en France. En France, quand j'étais arrivé ici, je n'avais rien à faire. Le cinéma, le théâtre. Parce qu'on comprenne bien, je vous faisais- quittez un pays en ruine là aussi, Beyrouth à ce moment-là. Hein. On est d'accord, hein? Jamais en ruine, mais en guerre, oui. D'accord. Ok. Donc vous arrivez en France, là c'est quand même des conditions plus confortables et vous. Mais j'avais pas d'argent. Donc, donc, J'avais rien dans ma poche. mais tout dans le cœur. Et un père formidable qui nous a toujours appris. Mhm. Quand je lui demandais à mon père, s'il vous plaît, dites-moi, comment se fait-il que tous mes amis ont des appartements à eux, ils ne changent pas de chambre à coucher chaque 2 années? Alors que nous, on est obligés de changer des chambres à coucher, de changer d'appartement. Pourquoi on n'a pas un appartement pour nous? Donc, comment on arrive à cette constitution? il Vous me dit- nous faites attendre là, mais il- comment il- on arrive à cette constitution Il me dit, de attends, il me dit, attends, vous pouvez dire à tous vos amis, est-ce que eux, leur père et leur mère passent des vacances avec eux tout le temps? Est-ce que ils achètent ce qu'ils veulent? C'est vrai qu'en faisant ça, on n'a pas d'argent dans la poche, on a tout l'argent pour dépenser pour vous. Parce que vous pouvez regarder dans leurs yeux et dire, papa est un homme honnête. Les valeurs fondamentales. C'est ça que vous êtes en train de me Voilà. dire. À partir de là, Est un homme à partir de honnête. ces valeurs fondamentales que vous avez, que vous aimez à promouvoir, à partir de ce père dont vous parlez beaucoup, J'adorais mon père, oui, j'entends. que je ne voyais pas beaucoup. d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Quelles sont les activités Alors qui vont donc, j'ai commencer fait de la à- publicité malgré lui. Mhm. Malgré lui, j'ai passé de la publicité parce que je voulais autre chose. Et donc, je suis arrivé en France et j'ai rencontré, à l'occasion d'un déjeuner à l'ambassade du Liban à Londres, où était mon oncle ambassadeur. Alors, j'ai un autre oncle ambassadeur à Londres. Et donc, j'ai rencontré un financier qui venait d'acheter l'hôtel Dorchester en Angleterre pour la première fois. Mhm. Et c'est un homme d'affaires riche, etc., etc. Et il me pose la question, pour être poli, il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis rien, je suis à la recherche d'un travail. Ah bon, à votre âge? Je dis oui, je suis à la recherche d'un travail. Passez me voir, je viens d'acheter l'hôtel Dorchester. Il voulait être gentil avec mon oncle et mon ami. Mhm. Voilà. Et je passe le voir, et il me dit, voilà, j'achète une station de sport d'hiver en France, Isola 2000. Isola 2000. Je ne parle pas français, est-ce que vous pouvez m'aider dans la démarche? Ce que j'ai fait, et au lieu de rester 2 mois, je suis resté 11 ans. D'accord. Donc vous Jusqu'à apprenez, la vente vous de la appre- station. vous apprenez le métier d'intermédiaire. C'est Non, ça? pas encore. Pas encore. D'ailleurs, Agent immobilier. alors. D'ailleurs, j'ai jamais appris la fonction d'un intermédiaire, que je suis jamais. Je ne suis pas un intermédiaire. Ah. Moi, je considère, je fais tout avec passion, Mhm. comme si c'était le mien. Cette station de sport d'hiver, je l'ai gérée comme si c'était mon petit appartement. Mhm, mhm, Je l'ai transformée d'une station de sport d'hiver comme ça mhm. à une station de sport d'hiver qui a été vendue à 135 millions de francs de l'époque, Mhm. sans que l'investisseur n'ait payé un seul centime. Donc c'est à peu Ni près pour son prix. Il a fait un bénéfice de 90 millions d'euros. 135 millions de francs. Alors, oubliez l'euro, là, à l'époque, il n'y avait pas d'euro, disons 20 millions d'euros. Mais non. 20 millions d'euros, à l'époque, à partir d'un investissement égal à zéro, Mhm. où la station, pendant les 11 années que j'ai géré, n'a pas coûté un centime, alors qu'on a construit des hôtels, tout ça, tout ça. Ça, je considère que j'étais un homme d'affaires. J'étais un homme d'affaires bien averti, et j'ai pas du tout travaillé en tant qu'intermédiaire. D'accord. J'ai géré cette station avec la même passion que j'aurais géré ma maison. Vous comprenez Donc ce que je veux dire? qu'est-ce qui fait donc que vous vous orientez ensuite vers des activités donc d'une nature complètement différente et Alors,
Oui. et qui aboutissent à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Parce que c'est effectivement, soyons clairs, si on peut se le permettre, c'est effectivement ça qui est spectaculaire. C'est une situation où vous êtes au cœur aujourd'hui d'une question politique et économique qui est relativement décriée, si on peut dire. Donc, comment vous expliquez ça? Et quelle est Les cette trajectoire? circonstances. J'aime beaucoup toujours lier les choses à leurs circonstances. Aujourd'hui, les circonstances font que le pays est presque en ruine, la France, et donc on se pose des questions, pourquoi on est dans cette situation. Alors je voudrais me permettre d'aller jusqu'à mon départ après la station de Zilolo. D'accord. Ça, c'était en 1993. Je trouve par chance un concours de circonstances où je rencontre un ami d'enfance dans un avion entre Nice et Genève. Et cet ami-là, je ne l'avais pas vu depuis des années, me demande, ami d'enfance à l'université, qu'est-ce que vous faites dans la vie aujourd'hui? Bon, je lui dis rien, je viens de gagner un petit peu d'argent dans la vente de la station des Euro 2000 et je suis en train d'aller à Genève pour le caresser un peu. On peut savoir combien vous avez gagné, vous, à cette époque-là? J'ai gagné de cette vente de la station à peu près, je vous parle en 93, l'équivalent de 75, 12 millions d'euros. Ah, donc oui, c'était pas mal. C'était pas mal. Par rapport à zéro. D'accord, d'accord. Une poche zéro, ensuite une poche 12 millions. D'accord, d'accord. Pas mal. D'accord. Donc, je fais cette rencontre sur l'avion et je lui dis, écoute, moi, j'ai fait une station de sport d'hiver, j'ai vendu. Et donc voilà, il n'y a rien d'autre à te dire que ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as en tête? Il me dit, moi, je suis très ami avec le roi d'Arabie Saoudite. Je fais ci, je fais ça, etc. Ah bon. Et moi, je trouve que je suis ami avec quelques personnalités françaises que j'ai rencontrées dans la station de sport d'hiver. Voyons voir s'il y a quelque chose à faire avec le gouvernement nouveau qui venait d'être nommé. C'était le gouvernement Balladur. D'accord. Où un des ministres, c'était François Léotard. Quand il était ministre de la Culture en 86, M. Léotard est venu inaugurer Donc ça, c'est une remontée mécanique. Là, c'est la connexion avec le monde politique, à ce moment-là. C'est ça, la connexion avec le monde politique. Ça s'est arrêté là. D'accord. Donc, je vais voir pas le ministre, je vais voir l'Arabie Saoudite, ses amis à lui, et je dis, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas l'Arabie Saoudite, je suis un des rares Libanais qui n'avait jamais mis ses pieds en Arabie Saoudite, malgré les 28 ans ou le 29 ans d'âge. Jamais mis les pieds. Donc je vais là-bas et je découvre effectivement qu'il y avait le roi, il y avait le ministre, il y avait tout le monde que j'ai rencontré. Et tout le monde me demandait comment j'allais et qu'est-ce que je pouvais faire pour eux, pour les relations franco-saoudiennes. D'accord. Je dis, voilà, je connais le ministre de la Défense, je vais lui en parler. Et il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien. Et ce n'est pas une intermédiation que j'ai fait. C'est un relationnel. Relations publiques. Dans lequel j'étais devenu expert. Que par la publicité, que par mes rencontres, que par ma formation, ma naissance. On est toujours très ouvert. Je vous vois pour la première fois. Et on arrive à se sourire, à se raconter des histoires. C'est tout à fait normal. Non, c'est pas normal parce que c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. En tout cas, on trouve chez BDM TV, on trouve que la diversité est source de richesse. Donc, diversité, ça commence à écouter l'autre. S'il n'y a pas de diversité, le peuple chute. Tout à fait. Vous savez, il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de richesse. La question que je voulais vous poser, c'est évidemment donc relations publiques de haut niveau et forcément rétrocession de commission. Attendez, vous êtes toujours en train de partir très vite. On a le temps? On n'a pas le temps. On a le temps. On a le temps. Donc, je vous dis. Encore quelques minutes. Dans l'affaire de l'Arabie Saoudite, oui. Il y avait un contrat qui datait 11 ans avant, où rien n'a bougé. Dans l'intérêt des deux pays. Ce n'est pas un contrat de vente d'armes. C'est un contrat de frégate
qui a été analysé, discuté de haut en bas pour arriver à une conclusion ou une semi-conclusion qui a duré 11 ans dans les tiroirs de M. François Mitterrand, président de la République, pour des raisons j'ignorais, ça n'a pas été fait. Donc j'ai pris cette démarche de la part de l'Arabie Saoudite dans le cadre d'amélioration des relations, etc., où j'ai œuvré pour amadouer toutes les difficultés pour que ce contrat se passe dans l'intérêt des deux pays. Ça m'a pris 7 mois de gentillesse, ça va, tout va bien, tout va bien. Vous étiez mandaté par les partis pour le faire. Exact. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais vu de quoi il s'agissait que le jour de la signature du contrat, quand on m'a présenté devant les deux ministres, parce que je traduisais entre les deux, la maquette de ce que c'était une frégate. Aucune idée. Alors, puis-je être sincère? Très sincère. Allez-y. Votre commentaire apporte quelques questions de ma part. Quand on négocie à des niveaux aussi importants, pour deux mandants qui sont des pays de puissance, est-ce qu'il n'est pas naturel de justement se poser la question de savoir quels sont les objets de ces négociations, Voilà. elles ont des effets? Très très bonne question. Et dans tout contrat entre deux pays, il y a ce qu'on appelle les intervenants dans ce contrat. Ils sont de plusieurs catégories. Ils sont ceux choisis par le pays vendeur et ceux choisis par le pays acheteur. Le pays acheteur chez l'Arabie Saoudite, il fait de la génie civile chez lui, il fait des formations des équipes qui vont s'entraîner, il fait des échanges des deux pays pour les histoires de connaissances techniques, les services se rencontrent, et ça, ce qu'on appelle les intervenants du pays. Les intervenants du vendeur, c'est qui? C'est celui qui fabrique les boulons, celui qui fabrique les coques, les intervenants classiques. Tous font l'objet d'un contrat entre les deux pays, approuvé par le gouvernement des deux pays. Ils sont connus des deux, c'est ça vous voulez dire? Voilà. Signé par les deux pays. C'est toujours tripartite. Et pour la France, encore une sécurité supplémentaire, une appellation de contrat d'État à État, où il y a un secret défense, parce que les affaires sensibles de défense ne méritent pas d'être connues par les adversaires autour. Par exemple, on vend des frégates à l'Arabie Saoudite, inutile d'informer Israël de ce qu'on a vendu. Encore une fois, on est dans un secteur qui est bien loin de nos connaissances. Je vous remercie infiniment de nous éclairer sur ce point. Revenons à l'homme, revenons à son parcours et revenons peut-être au présent. Vous avez eu la gentillesse, surtout au présent. Vous avez eu la gentillesse de nous éclairer sur les fondements de votre parcours. Je vous ai entendu ce matin être très véhément. Je souhaiterais que vous puissiez nous exprimer les choses sur le même ton que vous faites actuellement, qui me plaît beaucoup. Aujourd'hui, je dois vous dire que j'étais dans une conversation qui a duré 25 minutes, mais vraiment très dure, parce que la série des questions était une avalanche où j'avais très peu de temps pour répondre. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui m'a amené dans cette situation aujourd'hui, c'est le fait que je considère que le pouvoir politique en France, le pouvoir notamment celui de Sarkozy pendant les 5 ans, a fait en sorte qu'ils avaient une toute autre approche à la politique étrangère de la France. Aujourd'hui, je dois vous dire que la guerre qui s'est passée en Libye 2011-2012 est une guerre qui a été totalement montée de toutes pièces, planifiée par la France avec le Qatar comme maître du jeu. Bien, alors. La France a amené avec elle l'OTAN,
Mhm. pour cette guerre. Et le Qatar n'a amené aucun pays arabe dans cette guerre qu'elle-même. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir ceci en tête pour comprendre ma démarche. Ma démarche, c'est laquelle? Aujourd'hui, la vérité qui gêne, la vérité qu'on essaye toujours d'escamoter, de ne pas dévoiler, elle est en ma possession parce que je suis celui qui a accompagné la démarche française de A à Z en Libye et qui a accompagné la démarche française de A à Z en Syrie. Qu'est-ce qu'on vous reproche? On me reproche aujourd'hui d'avoir la vérité et de vouloir parler. Donc, on me met au silence. Je vais aller dans les faits. Aujourd'hui, vous êtes une chaîne qui s'adresse aussi aux pays africains. Généraliste. Vous êtes une chaîne généraliste qui s'adresse aussi aux pays africains. Eh bien, les pays africains, aujourd'hui, sentent très bien, savent très bien ce qui est arrivé après l'intervention française en Libye. Ils ne la voulaient pas, ils ne l'admettent pas, ils ne la comprennent pas. Mais, L'ensemble des pays africains, je dis bien, l'ensemble des pays africains. oui, mais les raisons d'État... Rien de savoir... Vous savez mieux que moi que les raisons d'État ne sont pas toujours comprises par la population ou tentées. Attendez. Je pense qu'effectivement... Il n'y a pas de raison d'État, là. Il n'y a pas de raison. C'est forcément des raisons d'État quand on fait une guerre. Ah bon? Quelle est la raison de l'État de la France de faire une guerre, s'il vous plaît? Je Que M. Sarkozy vienne s'expliquer devant une commission, je ne dis pas parlementaire parce que c'est tous ici kiff-kiff, mais qui vienne s'expliquer, M. Sarkozy, sur les raisons de la guerre en Libye, qui peuvent être peut-être, et je vous accorde, une raison d'État. Bon, pas du tout. Quel est aujourd'hui l'état de votre patrimoine? Est-ce qu'il est entièrement déclaré en France? Êtes-vous résident fiscal français? Premièrement, je suis résident fiscal français. Je suis aussi en déclaration de tous mes avoirs en France depuis 1985 à ce jour. Ok? Je paye toutes mes charges et tous mes impôts en France comme tous les citoyens français. J'ai subi un contrôle fiscal en 1985, un autre en 1992, un autre en 1996 et aujourd'hui un autre 2007, 2008, 2009. J'ai répondu à toutes ces déclarations, tous ces contrôles fiscaux dans la régularité la plus totale. Aujourd'hui, je n'ai rien à me reprocher sur le côté fiscal. Aujourd'hui, j'ai rien à me reprocher sur mes déclarations de patrimoine. Aujourd'hui, j'ai rien à me reprocher sur les histoires de déclarations mobilières et immobilières et je ne sais pas quoi. Même mes voitures, même ma voiture ou mes voitures sont tous déclarées. Aujourd'hui, je fais exactement comme tout citoyen qui se respecte et qui respecte son administration fiscale fait. Alors maintenant, est-ce que vous allez demander à cette administration fiscale de lever le secret qu'elle s'impose et la Constitution impose sur les déclarations de tout le monde? Allez le faire. Sinon, moi, je suis tout à fait d'honneur de toutes mes déclarations. Au lieu d'avoir à subir tout le temps de dire que je ne déclare pas mes impôts. Mais comment j'aurais pu être là, en face de vous aujourd'hui, si je ne déclarais pas mes impôts? J'aurais été en prison depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pensez du niveau de fiscalité en France? Ça, écoutez, ça pour moi, c'est un pays comme tout le reste. Il a besoin d'argent au lieu d'aller le chercher ailleurs. Il le cherche de sa population. Je ne peux que le regretter. Parce que ça fait en sorte que les vrais talents du pays, ceux qui gagnent de l'argent en faisant des choses pour leur pays, vont essayer d'aller ailleurs pour gagner plus ailleurs, parce qu'ils ont une vie un tout petit peu plus intéressante ailleurs. C'est pas pour payer ou pas payer les impôts. C'est le traitement. Pourquoi restez-vous alors en France? Oui. Écoutez, si aujourd'hui vous allez c'est une question respectueuse, hein? C'est pas. Bien sûr. Si aujourd'hui vous me posez la question avec l'amour qui est descendu de à peu près 15 crans sur 20 de mon amour pour la France, parce qu'elle fait,
à travers l'association en bande organisée. La bande organisée, c'est... J'ai compris. Hein. Et donc, j'ai pas envie de rester. Là, la vérité, vraiment, j'ai pas envie de rester. Mais j'ai quand même, je garde un amour pour les citoyens français, notamment dans la diversité, notamment la richesse française, qui ne viennent pas des anciens, voilà, qui sont mal transformés, qui vient de ces banlieues où je trouve que la France a bien fait de pouvoir les faire venir ici pour enrichir la France, pour prendre d'autres cultures qui peuvent rajouter du bien et des bénéfices à la France. C'est d'ailleurs pourquoi ils sont là. À cela, je dis, non, je ne vous quitterai pas, parce que je suis comme vous. J'essaierai d'espérer qu'un jour, le cancer de la corruption en France sera éradiqué, et peut-être qu'on avancera ensemble dans la quiétude et dans le bonheur qu'on vous empêche aujourd'hui d'avoir. Écoutez, je vais retenir le mot bonheur Ouais, sûr. en guise de conclusion, si vous voulez bien. Vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à chez moi, nous. ça m'a fait énormément plaisir de vous parler. Merci de cette tonalité.